Alors, bon après-midi tout le monde et bienvenue à notre dernière session d'Only pour cette année de projet. Alors, je suis ici avec Chantal Lafontaine. On va commencer avec notre reconnaissance des terres. Alors, nous reconnaissons que le travail d'Only se déroule sur des territoires autochtones traditionnels. Nous reconnaissons que 46 traités et autres accords couvrent le territoire qui s'appelle aujourd'hui l'Ontario. Nous sommes reconnaissantes et reconnaissants de pouvoir travailler sur cette terre et nous sommes reconnaissants aux Premières Nations, aux Métis et aux Inuits pour les soins qu'ils apportent à la terre et les enseignements qu'ils en tirent. Cette reconnaissance nous rappelle nos responsabilités à l'égard de nos relations et des terres ancestrales sur lesquelles nous apprenons, travaillons et vivons. Alors, bon après-midi tout le monde et voilà ce qu'on va aborder cet après-midi. En plus d'expliquer ce qui compose une approche par étape, nous regarderons le rôle et l'importance de la prise de décision fondée sur les données. Nous déterminerons comment cibler les compétences essentielles à enseigner pour mieux planifier nos interventions en grands groupes et en petits groupes. Et enfin, nous verrons comment intensifier les interventions sans changer complètement notre approche. Alors, afin de savoir un peu plus à qui on s'adresse aujourd'hui, merci de nous indiquer votre rôle dans votre conseil ou dans votre école. Alors, vous pouvez l'indiquer si le cœur vous en dit dans le clavardoir. Alors, on va demander encore de l'interaction. Alors, MJ, si tu peux aller à la prochaine écran, sur une échelle de 1 à 5, à quel point vos décisions pédagogiques actuelles sont-elles basées sur des données objectives plutôt que sur des impressions? Alors, sur le prochain écran, on a les choix. Nos décisions s'appuient principalement sur les impressions du personnel enseignant et sur les observations informelles. Nous commençons à collecter des données de dépistage, mais elles restent souvent sur les tablettes. Choix numéro 3, les données de dépistage sont connues, mais l'analyse se fait de façon isolée, alors chaque enseignant regarde les données de sa classe. Numéro 4, l'équipe de la réussite analyse les données du dépistage universel pour identifier les besoins systémiques. Ou numéro 5, les données sont analysées sur les plans systémiques et individuels. Un plan et des interventions sont mises en place et monitorées. Alors, 1 à 5, à quel point vos décisions pédagogiques actuelles sont-elles basées sur des données objectives plutôt que sur des impressions? On a des 4 et 5. 5. OK. Alors, on peut continuer. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la réponse à l'intervention par le passé ou encore d'une approche tripartite d'intervention, d'un système de soutien à multiples niveaux ou de MTSS en anglais ou encore l'approche par étapes telle que décrite dans le programme cadre de français de l'Ontario. Alors, qu'est-ce que c'est l'approche par étapes? C'est un modèle proactif et préventif conçu pour apporter un soutien opportun à l'ensemble des élèves afin de prévenir l'apparition de difficultés en littératie. Cette approche s'appuie sur les principes de la conception universelle de l'apprentissage et de la différenciation pédagogique et est plus efficace lorsqu'elle est mise en œuvre dans le cadre d'un modèle de soutien à plusieurs niveaux. Elle répond aux besoins des élèves par l'intermédiaire et d'interventions précises et de plus en plus intensives. Et c'est du programme cadre de l'Ontario. Alors, l'approche par étapes tient à la clé du succès de la mise en œuvre d'un appui inclusif et efficace pour répondre aux besoins de tous nos élèves en littératie. Ceci dit, ce modèle d'intervention est également efficace dans d'autres domaines comme l'enseignement de la numératie et la gestion des comportements. La mise en œuvre d'un système de soutien incluant une approche par étapes est complexe, mais on va prendre le temps aujourd'hui de décortiquer ces composantes avec vous. Surtout, ce que nous souhaitons expliquer aujourd'hui, c'est que l'approche par étapes implique bien plus qu'une intensification d'intervention, c'est un changement de culture. Que vous soyez enseignant titulaire
où vous ayez un rôle de leader pédagogique. Nous espérons que vous en ressortirez avec une meilleure compréhension et des outils concrets pour améliorer votre propre système de soutien dans votre salle de classe ou dans votre école. Je vais mettre le lien dans la clavardoire. Bien que la réponse à l'intervention était un modèle existant depuis plusieurs années dans nos établissements, il est rarement mis en œuvre de manière efficace dans les conseils scolaires et dans les écoles, ce qui causait souvent un engorgement du système de soutien. Il y avait également un manque d'alignement des pratiques, alors un manque de formation par rapport à l'enseignement de la lecture parmi plusieurs autres lacunes. Ces lacunes ont été mises en lumière dans le rapport sur l'enquête publique, le droit de lire, qui a été menée par la Commission ontarienne des droits de la personne. Les recommandations ont donc porté majoritairement sur les aspects suivants: formation à l'enseignement, dépistage universel, approche fondée sur les données probantes, suivi des progrès et mesures d'intervention efficaces en lecture. Au cours de cette session, nous aborderons tous ces aspects à travers la lentille des mesures d'intervention efficace en lecture, notamment la mise en œuvre d'une approche par étapes solide. Et je vous passe à Chantal. Merci. Donc, on va passer un petit peu de temps à s'approprier et comprendre la structure de l'approche par étapes avec la prochaine diapo. Donc, un système de soutien incluant une approche par étapes telle que représentée par ce schéma circulaire que vous voyez à l'écran, c'est un modèle qui se veut proactif et préventif et qui est conçu pour apporter un soutien opportun à l'ensemble des élèves, fondé sur des données et qui vise à maximiser la réussite. C'est un système d'intervention sur deux fronts simultanément, qui intervient sur deux fronts simultanément. Un, sur le système, donc qui nous permet d'améliorer la qualité de l'enseignement pour tous les élèves, et deux, sur le front de l'élève, en planifiant des interventions qui sont plus ciblées et de haute qualité pour répondre aux besoins individuels. Les quatre composantes essentielles de ce système que vous voyez représentées par les cercles bleus sont la prise de décision basée sur les données, qui est le point central du système, parce que c'est ça qu'on vise, le dépistage universel, les suivis de progrès et le système de prévention à plusieurs niveaux, ce qu'on appelle aussi l'approche par étapes. Mais bien entendu, ce cadre de fonctionnement ne pourrait pas porter fruit sans un leadership engagé, donc avec des politiques et des processus clairs, un développement professionnel continu. Si on peut cliquer aussi, on peut voir là où est-ce qu'on merci. Un développement professionnel continu qui est fondé sur des données probantes et une culture de collaboration. Et si vous avez un système d'équipe collaborative tel que des CAP dans votre système, c'est vraiment la structure de fonctionnement la plus efficace pour permettre de mettre en œuvre un système comme ça et d'échanger par rapport aux données. Donc, dans les prochaines diapos, on va prendre le temps d'observer le rôle de chacune de ces quatre composantes essentielles-là et d'expliquer leur importance à l'intérieur du système. Donc, l'approche par étapes, elle est souvent représentée par cette pyramide d'intervention. On la reconnaît quand même, elle est quand même assez familière. C'est un élément essentiel, par contre, à maîtriser parce que cette pyramide nous guide dans nos interventions et nous permet d'aligner nos pratiques à travers toutes les étapes d'intervention pour maximiser l'impact, puis réduire la charge cognitive aussi chez l'élève. À l'étape 1, c'est notre étape préventive. Donc, c'est vraiment la base de notre système pyramidal que vous voyez représenté en bleu ici. Et c'est notre enseignement unique. Ça veut dire que notre enseignement universel, il doit être si explicite et systématique qu'il va permettre à lui seul à 80% des élèves de maîtriser les compétences visées. Puis c'est en solidifiant cette première étape qu'on réduit les besoins d'intervention plus lourds. À l'étape 2,
c'est le système soutien, le système soutenu ou ciblé ou stratégique, si on veut. Et c'est pour les élèves qui n'ont pas atteint les cibles à l'étape 1, bien, on doit intensifier l'enseignement en plus de cette première étape. On va utiliser les données pour cibler les élèves qui ont besoin de plus de pratique et de répétition, et souvent en réduisant la taille des groupes puis en regroupant les élèves selon les besoins homogènes. Lorsque l'étape 1 est solide, on va parler ici d'à peu près 15 de nos élèves qui nécessiteront des interventions plus soutenues. L'étape 3, c'est l'étape d'intervention intensive. C'est pour les besoins plus persistants qui existent dans nos salles de classe. On va être en mesure d'offrir un soutien encore plus individualisé et plus intensif, et souvent en collaboration avec des intervenants plus spécialisés comme l'équipe d'appui ES ou les enseignants en appui aux EPAF, nos élèves plurilingues, incluant les nouveaux arrivants. Puis quand notre approche par étape est solide, bien ici, on parle d'à peu près un 5 de notre population d'élèves. Ce qui est essentiel à retenir ici, c'est que notre objectif, c'est que 100 de nos élèves apprennent à lire. Mais pour y arriver, notre étape 1 doit être le moteur principal. Si notre enseignement universel dès l'étape 1 est efficace, on va pouvoir concentrer nos ressources d'intervention aux étapes 2 et 3 sur des élèves qui en ont réellement besoin. Notez bien aussi que cette pyramide ici, ce n'est pas un système de classification. On ne place pas nos élèves à l'étape 1, 2 et 3. C'est vraiment un système d'intensification de nos interventions. À l'étape 1, on parle de nos interventions universelles. À l'étape 2, on parle d'intensifier nos interventions de manière plus soutenue ou ciblée et ensuite intensive à l'étape 3. Puis chaque intervention s'ajoute en plus de l'étape 1. Ce n'est pas un ou l'autre, c'est en plus de. Alors, ça, c'est des principes importants à retenir par rapport à l'approche par étapes. Maintenant, si vous suivez les webinaires avec Only, vous êtes sûrement familier avec cette diapositive, mais on ne peut pas s'empêcher de vous la partager. Alors, on sait qu'il y a des décennies de recherches scientifiques qui sont catégoriques et qui nous disent que l'intervention en lecture atteint son efficacité maximale quand elle est déployée dès un jeune âge. Et c'est ça, cette action proactive-là qui est vraiment cruciale parce que l'écart de compétences entre les lecteurs forts et les lecteurs faibles est encore minime pendant les premières années d'études. Sans intervention rapide, cet écart-là peut s'accentuer de manière exponentielle avec le temps. Et puis c'est ça le phénomène qu'on connaît sous le nom de l'effet Matthew, le principe des riches qui s'enrichissent et des pauvres qui s'appauvrissent, qui rend les retards de plus en plus difficiles, voire impossibles à combler plus tard dans leur parcours d'élèves. Alors, le dépistage universel agit comme un outil stratégique de premier front qui va qui change la rapidité et la précision avec laquelle on peut intervenir maintenant. Il ne sert pas à étiqueter les élèves ni à diagnostiquer des troubles d'apprentissage, ça c'est bien important, mais il sert à identifier de manière proactive ceux qui présentent un risque et ce, avant même que les difficultés ne se creusent. En fournissant des indicateurs clairs sur les compétences fondamentales en littératie, notre dépistage nous permet de savoir précisément qui progresse et qui nécessite un soutien supplémentaire. En somme, on dépiste pour transformer nos pratiques. Ces données-là vont nous permettre d'ajuster notre enseignement universel à l'étape 1 d'intervention et de moduler l'intensité des interventions afin qu'on puisse garantir à chaque élève, quel que soit son point de départ, qu'il puisse atteindre une réussite durable. Donc, comme vous le savez, le ministère de l'Ontario mandate le premier dépistage pour tous les élèves du jardin à la deuxième année. Le deuxième dépistage est mandaté pour les élèves qui n'ont pas atteint la norme au milieu de l'année et le dépistage de fin d'année est facultatif. Toutefois, on sait qu'il y a une grande valeur pédagogique d'effectuer le dépistage pour tous les élèves au début, au milieu et à la fin de l'année pour suivre leur progrès.
Et maintenant, si le dépistage a transformé nos pratiques en nous permettant de mieux cibler les besoins, bien, les suivis de progrès, quant à eux, nous fournissent un outil rapide et efficace pour permettre de mesurer l'impact de nos pratiques d'enseignement. On doit utiliser un outil qui est capable de mesurer les plus petits gains, ce qui est crucial pour un suivi fréquent. Notre but ici, avec les suivis de progrès, c'est pas seulement que l'élève à risque progresse, mais qu'il réduise son écart par rapport à la norme. Et donc, pour réduire cet écart, on doit fixer des cibles de fin d'année élevées et ambitieuses, puis on doit être en mesure de surveiller les progrès pour réagir immédiatement si la trajectoire dévie. Les données du dépistage peuvent nous servir de suivi de progrès pour l'ensemble de notre classe, pour nos élèves qui progressent bien avec l'enseignement de l'étape 1. Euh, donc, c'est un suivi de progrès de premier front, si on veut. Mais quand les résultats de l'élève sont inférieurs à la norme et que ce risque a été validé par d'autres preuves d'apprentissage, bien sûr, bien, les suivis de progrès, eux, sont nécessaires afin d'ajuster là, le tir rapidement. Et puis, c'est donc une mesure d'intensification de nos pratiques en soi. Alors, essentiellement, le nombre de suivis de progrès qu'on peut fournir à l'élève à l'étape 2 devrait excéder le nombre de suivis à l'étape 1 d'enseignement. Donc, comme vous voyez à l'écran, si on peut cliquer, on peut voir que en utilisant et à la fois le dépistage universel 3 fois par année, entre les périodes de dépistage, on peut effectuer des suivis de progrès à des intervalles un peu plus rapprochés. Et pour des élèves qui sont au palier 2, qui reçoivent des interventions d'étape 2, mais on peut aussi administrer les suivis de progrès à des intervalles encore plus fréquents. Si on clique encore, on peut voir que les intervalles sont encore plus rapprochés, soit aux 2 semaines ou même aux semaines pour certains élèves si c'est nécessaire. Et donc, bref, plus les suivis sont fréquents, moins grande est la marge d'erreur. Alors, en combinant le dépistage et les suivis rigoureux, bien, on passe d'un mode réactif, encore une fois, à un mode proactif pour offrir à chaque élève l'enseignement dont il a besoin au moment où il en a besoin. Et finalement, la quatrième composante, c'est le processus décisionnel. Donc, pour réussir l'enseignement par étapes, nos pratiques d'enseignement, nos choix de stratégie d'enseignement doivent être intentionnels et axés sur les besoins des élèves. Alors, nos actions en tant que professionnels doivent être guidées par la mesure du rendement des élèves. L'utilisation des données va nous aider à ajuster notre planification et notre enseignement, puis ça dans des délais plus courts que traditionnellement. Pour ce faire, voici justement le processus décisionnel clair qu'on pourrait utiliser. Et celui-ci s'appelle le modèle axé sur les résultats. Il est composé de 5 étapes que vous voyez à l'écran. Donc, d'abord, le diagramme débute par un processus vertical linéaire, mais il mène ensuite vers un processus cyclique d'intervention et tout ça est entièrement basé sur les données. Alors, pour la session d'aujourd'hui, vu qu'on a seulement qu'1 heure avec vous, on va se concentrer plus en détail sur les 3 premières étapes que vous voyez à l'écran et on peut cliquer exactement. Mais comment est-ce qu'on met tout ce processus en œuvre en réalité dans nos écoles et dans nos salles de classe? Bien, on a besoin des données d'évaluation valides et fiables pour nous permettre de prendre les bonnes décisions tout au long du processus. Donc, afin d'identifier nos élèves à risque, bien, c'est le dépistage universel qu'on peut utiliser à la première étape. Ce type d'évaluation va nous indiquer qui est à risque, mais ne va pas nous donner les détails nécessairement par rapport aux habiletés maîtrisées et les habiletés à travailler. Il va nous donner des pistes, mais ne nous donnera pas toutes les réponses. Alors, pour être capable de déterminer plus en détail ce qui est à travailler, on doit utiliser des évaluations diagnostiques avec les élèves qui ont été ciblés comme étant à risque. Puis, ça va aussi nous permettre d'aller valider que ces élèves sont bel et bien à risque. Ce type d'évaluation-là est typiquement plus long à administrer, mais plus détaillé. Et donc, c'est pour ça qu'on veut l'administrer avec seulement que certains élèves.
Mais la combinaison des données du dépistage puis les données des évaluations diagnostiques va nous aider à déterminer un plan d'intervention. Puis lorsque les élèves reçoivent un appui soutenu et intensif, et à ce moment-là, on peut utiliser les suivis de progrès avec ces élèves-là pour évaluer l'efficacité de nos interventions. Et c'est là qu'entrent en ligne de compte nos suivis de progrès. Donc, avant d'aller plus loin, on vient de passer à travers des quatre composantes qui constituent un système de soutien comprenant une approche par étapes. La question pour vous maintenant, en utilisant le clavardoir ou si vous voulez prendre la parole, vous êtes le bienvenu de le faire. Quelle composante de l'approche par étapes est-ce que vous maîtrisez, que ce soit au sein de votre salle de classe ou de votre école ou même de votre conseil? Est-ce qu'il y a un dépistage qui est solidement mis en place? Est-ce que dans votre école, vous utilisez une combinaison de dépistage et de suivi de progrès? Est-ce que vous avez des rencontres collaboratives pour faire des analyses de données et pour prendre des décisions? Est-ce que vous avez un système pour établir un plan d'intervention? Je suis curieuse à savoir où est-ce que vous en êtes dans votre cheminement, dans vos écoles respectives ou dans vos conseils respectifs. Oh, là, on a des réponses qui arrivent. Donc, dépistage universel avec communauté d'apprentissage pour déterminer les regroupements, c'est fantastique. On est à l'aise avec le dépistage. Est-ce qu'il y en a qui utilisent les suivis de progrès? Ou est-ce que ce serait une prochaine étape? Je sais qu'avec la plupart Certaines classes. personnel enseignant avec qui je travaille, on commence à avoir des conversations cette année. Alors, c'est OK, maintenant on a le dépistage, on comprend comment utiliser nos données. On est prêt maintenant pour le suivi des progrès parce qu'au début, c'est beaucoup. C'est beaucoup, oui. Puis Ouais. moi aussi, c'est la même chose que je constate, là. On commence à comprendre là, vraiment comment s'en servir et comment faire l'analyse. Puis là, on veut aller plus loin, là. Donc, on cherche à savoir, oui, comment est-ce qu'on intègre maintenant les suivis de progrès. C'est super. Mhm. Excellent. Alors, on poursuit. Attends, je suis en train de lire la réponse de Frenette, c'est pas ton premier nom, je le sais, là. Nous faisons le dépistage universel. Les communautés d'apprentissage sont timides et nous gagnerons à faire les suivis de progrès en équipe. Excellent. Donc, on est tous à peu près aux mêmes étapes ensemble ici aujourd'hui. Alors, on va aller un petit peu plus en détail avec le processus de prise de décision. Euh, donc, si on peut passer à la prochaine étape. Donc, tel que mentionné plus haut, le succès d'une approche par étape réside vraiment dans la mise en place d'un système qui est solide. Donc, il ne faut pas juste penser à l'utilisation du dépistage en fonction de l'élève, mais on veut regarder aussi en fonction de l'approche par étape, en fonction de l'élève, on veut aussi regarder toute la santé de notre système. Alors, qu'est-ce qu'on entend par système? Mais ça dépend du rôle dont vous jouez. Il y a certaines personnes qui ont mentionné qu'ils étaient orthopédagogues ou orthophonistes, je ne me rappelais plus. Orthopédagogues. Alors, on a des orthopédagogues ici, on a peut-être des enseignants. Je ne sais pas s'il y a des gens qui jouent un rôle de plus de leader au niveau de leur école ou de leader systémique, mais donc, le système peut représenter différentes choses, mais c'est vraiment un ensemble ici qu'on cherche, là. Donc, on veut y réfléchir différemment, tout dépendant du rôle qu'on joue. Alors, si vous êtes enseignant titulaire, par exemple, vous pourriez peut-être vous poser des questions comme comment est-ce que mon enseignement universel répond-il aux besoins de l'ensemble de mes élèves? Quelles compétences est-ce que je dois enseigner en petits groupes? Ou en grand groupe, quels sont les élèves qui devraient être regroupés et est-ce qu'il faut une intervention à l'échelle de la classe? Si j'ai la chance de me regrouper avec d'autres enseignants du même niveau scolaire que moi, bien là, à ce moment-là, on pourrait se poser des questions comme
comment est-ce qu'on peut planifier l'enseignement pour améliorer les résultats à l'ensemble du niveau scolaire? Si je fais partie de l'équipe de la réussite ou je suis une direction d'école, mais à ce moment-là, on pourrait se poser des questions comme est-ce que notre emploi du temps dans notre école répond aux besoins des élèves? Est-ce que le développement professionnel qu'on fournit aux membres de notre équipe est adéquat? Ou est-ce qu'on a besoin de chercher du développement professionnel supplémentaire? Quelles sont les ressources pédagogiques qu'on a besoin? Est-ce qu'on a toutes les ressources pédagogiques nécessaires? Et puis, si vous jouez un rôle de leader systémique, ben, peut-être que vous allez vous poser des questions comme est-ce que notre formation est efficace? Notre formation qu'on offre aux enseignants est efficace? Est-ce qu'on devrait prévoir des choses supplémentaires dans notre offre de services pour accompagner nos écoles? Puis au niveau de la province, bien, est-ce que notre programme d'études permet aux élèves d'acquérir les compétences essentielles dont il a besoin? Alors, tout dépendant de notre rôle, on va se poser différentes questions sur le plan systémique. Maintenant, ce que vous voyez ici, le tableau que vous voyez à l'écran, c'est simplement une représentation différente du modèle axé sur les résultats que je vous ai présenté au préalable, mais il est présenté sous forme de questions pour qu'on puisse voir que tout dépendant notre rôle et l'intention de l'analyse, on va se poser des questions différentes, alors soit sur le plan systémique, ou sur le plan plus individualisé de l'équipe. Puis là, je vais parler pour moi et dans mon conseil scolaire. Dans notre conseil scolaire, les conseillers pédagogiques en littératie animent des sessions d'analyse des données avec les écoles. Et il y a deux sessions d'analyse en particulier. La première session d'analyse a lieu avec l'équipe de la réussite, incluant la direction, et c'est là où on va passer à travers du processus du modèle axé sur les résultats, mais en réfléchissant sur le plan systémique. Donc là, on réfléchit de manière collaborative, on analyse les résultats, on ne va pas dans les détails individuels, on reste vraiment dans les données plus générales, l'ensemble des données, pour voir s'il y a une compétence ou des compétences qui ressortent comme étant des compétences lacunaires à tous les niveaux scolaires, à l'ensemble de l'école ou dans un niveau scolaire en particulier. La deuxième session d'analyse qu'on effectue avec les écoles, c'est avec les enseignants titulaires de chaque niveau scolaire. Puis le rôle de cette analyse-là, bien oui, sur un premier plan, c'est de regarder les données sur le plan systémique, mais dans un deuxième temps, on va aller plus loin dans cette analyse-là pour regarder les données plus individuelles des élèves de chaque classe. Et donc, avec ce modèle de prise de décision, on passe d'une gestion de crise à une gestion plus proactive qui est centrée sur les données du dépistage. Puis, à l'étape 1, ben, on veut identifier le quoi. On veut utiliser le dépistage universel pour voir si le système de soutien qu'on a en place est efficace pour la majorité de nos élèves. Et le chiffre magique qu'on veut voir, c'est 80%. Et puis ensuite, on veut analyser le pourquoi. Alors, on veut porter un regard sur la qualité de l'enseignement puis l'état du système plutôt que seulement sur l'élève. Si on passe à la prochaine diapo, ce que vous voyez à l'écran ici, je sais que c'est probablement très petit, mais c'est un outil qu'on utilise avec nos équipes de la réussite pour cibler des compétences essentielles, justement, quand on fait l'analyse sur le plan systémique. C'est un outil de suivi des compétences en lecture qui va comparer la performance d'un élève entre le début de l'année, donc en automne, et le milieu de l'année, puis aussi à la fin de l'année. C'est juste que je n'ai pas pris la prise d'écran avec ça pour le moment parce qu'on ne l'a pas rempli. Donc, il va mesurer l'évolution des 5 piliers essentiels, là. Donc, la conscience phonémique, le principe alphabétique, la phonétique, la fluidité, puis il y a aussi la compréhension qui s'ajoute un peu plus bas. Donc, on va y observer généralement si l'ensemble des élèves ont atteint les seuils de réussite. Donc, 95% pour la partie de conscience phonémique et 80% pour les autres compétences essentielles.
Puis là, ici, ce que vous voyez dans la colonne D-score ou M-score, ben, c'est le pourcentage d'élèves qui ont réussi la norme, qui ont atteint le score composite pour ou le but repère, je devrais dire, pour cette épreuve à ce moment de l'année-là, de ce niveau-là aussi. Puis, quand on coche, bien, c'est là que ça nous indique qu'il y a une zone de fragilité, si on veut, où il y a un soutien ciblé qui est nécessaire. Alors, par exemple, comme vous voyez, la facilité à lire les noms-mots en première année, si on clique, on peut voir que ça semble être mieux maîtrisé. Alors, on a 75% des élèves en première année qui ont réussi l'épreuve de facilité à lire les noms-mots. Puis si on retourne un peu en arrière, puis on va un peu plus haut, on peut voir que ces mêmes élèves-là ont moins bien réussi la facilité à segmenter les phonèmes. Il y a seulement 55% des élèves qui ont réussi cette épreuve. Donc, comme on le dit depuis le début, le dépistage nous soulève des drapeaux rouges, mais ne nous dit pas toujours pourquoi, puis ne nous dit pas tout. Toutefois, hein, une des hypothèses qu'on pourrait émettre par rapport à ceci, c'est que les élèves s'appuient sur le support visuel des lettres pour compenser une faiblesse qui existe encore à l'oral. Ils ont peut-être mémorisé ou appris le son de chaque lettre, ce qui leur permet de déchiffrer des petits mots simples, mais ils n'arrivent pas encore à entendre et à découper les sons de manière abstraite dans leur tête, ou le processus d'automatisation n'est peut-être pas encore assez solide pour permettre cette maîtrise-là et ça pourrait expliquer la lacune qu'on peut voir ici. Donc, la maîtrise visuelle est superficielle, finit par bloquer la progression des élèves en milieu d'année parce que la base au niveau de la conscience phonémique est peut-être pas acquise comme on aurait voulu. Donc, ça, c'est toutes des petites choses qu'on est en mesure on est en mesure d'émettre des hypothèses, puis de déterminer bien quelles compétences est-ce qu'on devrait cibler et quelles compétences qu'on devrait travailler davantage avec quel niveau. Puis, bien entendu, il y a des fois, nous, on est dans notre processus de cheminement et donc, on peut voir dans ce tableau-là qu'il y a à peu près des besoins un peu partout. Et quand ce phénomène-là se produit, bien, à ce moment-là, on peut commencer par les compétences de base et solidifier ces compétences-là une à la fois pour finir par solidifier notre système au complet avec le temps. Mais bon, l'équipe de la réussite, elle peut dresser ensuite un plan systémique et solidifier ces habiletés-là par la suite. Alors, c'est vraiment un outil qui est très intéressant. On pourrait passer plein de temps à regarder et hypothétiser là, par rapport aux résultats qui sont là, mais on va poursuivre avec la prochaine diapo. Donc, c'est ça. Finalement, ce regard systémique-là est vraiment non négociable. Il faut être capable d'évaluer la santé générale de notre système avant d'aller creuser plus loin dans les données individuelles des élèves. C'est ça qui va nous permettre de mettre un plan systémique en place pour aller renforcer l'enseignement à l'étape 1 d'intervention. Puis, si on saute cette étape, ben, on risque d'intensifier des interventions pour une trop grande proportion d'élèves. Donc ici, le tableau que vous voyez, ce qu'on vous propose, c'est des lignes directrices selon les pourcentages de résultats de compétences en expliquant où est-ce qu'on devrait miser notre énergie. Donc, quand nos résultats nous démontrent que 80% des élèves ont réussi le score composite ou les buts repères, bien, c'est vraiment notre zone de réussite. Le constat, c'est que notre enseignement en grand groupe ou à l'étape 1, d'intervention fonctionne pour presque tout le monde et c'est une bonne nouvelle. Et donc, l'action, c'est qu'on continue à faire ces pratiques-là, puis on utilise ce temps gagné-là pour offrir un appui supplémentaire aux quelques élèves qui en ont besoin. Quand nos résultats nous indiquent que 60% à 80% des élèves sont capables de réussir ou sont égales ou supérieurs au score composite ou au but repère, bien là, il y a des ajustements à faire.
Le constat, c'est qu'il y a un peu de fragilité dans l'enseignement et il y a de la place à l'amélioration dans cet enseignement universel-là. Donc, on peut ajuster certaines pratiques au niveau de l'enseignement de l'étape 1, tout en planifiant des interventions plus intensives pour le 20 d'élèves qui sont dans les plus grands besoins. Et quand nos résultats nous indiquent que seulement que 60% ou moins d'élèves sont en mesure de réussir d'avoir des scores égaux ou supérieurs au but repère ou au score composite, ben ça, c'est une zone de priorité systémique. Ça nous indique clairement qu'il y a trop d'élèves qui présentent des risques pour faire des miracles en sous-groupe d'intervention. Ça veut dire que notre approche doit miser sur l'enseignement de l'étape 1. Tout d'abord, cet enseignement universel-là doit être solidifié tout d'abord pour renforcer, maximiser notre impact. Et puis, on peut aussi prévoir des interventions plus intensives pour le 20 d'élèves qui sont le plus à risque. Sinon, on va s'étouffer puis on ne sera pas capable de répondre aux besoins de tous. Donc, une fois qu'on a analysé nos données d'un point de vue systémique, bien là, on peut se pencher sur les besoins individualisés des élèves. Donc, vous avez déjà vu sûrement l'arbre décisionnel donner un sens au dépistage, dont l'I, qui nous permet de prendre des décisions pédagogiques pour progresser, faire progresser les élèves jusqu'à la compréhension de la lecture. Donc, à l'écran, ce que vous voyez, c'est les compétences essentielles qui sont placées de façon hiérarchique, une par-dessus l'autre. La première placée au bas, c'est la conscience phonémique parce que c'est l'habileté de base. Et on se rend jusqu'à la compréhension en lecture parce que c'est le but ultime. Vous allez remarquer que la direction de cet arbre décisionnel va se lire différemment, tout dépendant du niveau scolaire dans lequel on enseigne. Donc, on ne va pas lire l'arbre de la même façon si on est en première année versus si on est en deuxième. De la maternelle à la première année, on va lire l'arbre décisionnel en partant du bas, en s'en allant vers le haut, parce qu'on est en train de bâtir les habiletés pour apprendre à lire, tandis qu'en deuxième, on prend pour acquis que notre élève est déjà un lecteur. Alors, on va partir de la compréhension en lecture, puis on va descendre plus bas pour voir quelles compétences essentielles posent des problèmes pour la compréhension. Et lorsqu'on trouve la cible, c'est là qu'on est en mesure de prévoir à l'aide des passés bleus des interventions qui vont nous aider à répondre aux besoins des élèves. Et puis, ce que j'aime aussi de cet arbre décisionnel-là, c'est que dans les pastilles jaunes, sous la compétence, on peut voir exactement quelle épreuve du dépistage universel nous permet d'aller évaluer cette compétence essentielle-là. On peut passer à la prochaine. Je vois quand même que le temps file, donc on va peut-être pas nécessairement prendre énormément de temps pour faire cette analyse, cette mini-étude de cas, mais je vais quand même prendre le temps de vous la lire, donc pour mettre en pratique ce qu'on a vu jusqu'à date. Alors, je vous présente Sophie qui, à la lumière de ces données, on veut regarder quelle compétence est essentielle, puis quelle compétence est acquise. Donc, c'est une élève de première année, la petite Sophie. Et puis, lors du dépistage du début d'année, l'équipe pédagogique a analysé ses résultats pour déterminer l'intervention qui serait nécessaire. Donc, en fait de résultats, voici son profil. Pour la facilité à segmenter les phonèmes, elle a obtenu un score de 45 qui est supérieur au but repère, le but repère étant de 30. Mais sur le nombre de sons corrects, sur la facilité à lire des non-mots, elle a eu un score de 12 qui est inférieur au but repère, étant donné que le but repère est de 27. Et pour les mots lus en entier, elle en a lu 0 et le but repère était de 3. Alors, elle est inférieure au but repère à ce niveau-là aussi. Donc, si on était en mesure d'utiliser l'arbre décisionnel que je vous ai présenté au préalable, on serait en mesure de descendre dans cet arbre décisionnel, ou de monter, je devrais dire, parce qu'elle est en première année, dans cet arbre décisionnel-là pour voir qu'elle démontre une bonne conscience phonémique, qu'elle est capable de segmenter les sons à l'oral, mais elle éprouve des grandes difficultés dès qu'il s'agit de décoder des graphèmes sur papier, même pour des mots simples ou des non-mots.
Alors, selon cet arbre décisionnel-là, selon ce protocole-là, puisqu'elle est à l'aise avec la segmentation phonémique, mais qu'elle n'atteint pas les normes de décodage, on pourrait cibler son besoin prioritaire comme étant un besoin d'acquérir des habiletés de phonétique de base, de décodage et d'orthographe des mots. Alors, c'est vraiment un outil très utile pour nous aider à cibler les besoins quand même assez facilement. Maintenant, si on revient au modèle axé sur les résultats, l'étape 2, elle est très importante. C'est l'étape où on va aller valider les besoins. Alors, sur le plan systémique, c'est l'occasion pour nous de vérifier si le dépistage a été administré avec fidélité, à savoir, est-ce qu'on est capable de se fier sur ces données? Euh, le personnel enseignant, est-ce qu'il a besoin de plus d'appui ou de formation, soit au niveau de l'administration du dépistage, soit au niveau des pratiques d'enseignement? Et puis, sur le plan élève, mais c'est ici qu'on va se questionner par rapport aux résultats surprenants ou inquiétants. Par exemple, si les données de dépistage semblent déconnectées de la réalité d'un élève, est-ce qu'un élève qui est normalement très performant en salle de classe, qui a figé devant un chronomètre, est-ce qu'on peut se fier à son score? Euh, le modèle axé sur les résultats va justement prévoir cette étape de validation pour nous permettre de réfléchir par rapport aux données qui sont devant nous. Puis c'est un bon moment ici pour qu'on se rappelle qu'on ne va pas prendre de décision majeure sur un seul chiffre de dépistage. On va croiser ces données-là avec d'autres données d'évaluation. On va trianguler pour être capable d'avoir un portrait global de l'élève et prendre les meilleures décisions. Les outils de dépistage universel comme Acadians vont agir vraiment comme un filet de sécurité, hein. Ils ont une sensibilité d'à peu près 80 des élèves, ce qui veut dire qu'ils vont réussir à identifier 8 élèves sur 10 à peu près qui sont réellement à risque. Et puisqu'on évalue tous nos élèves, ben, c'est normal que l'outil génère certains faux signaux. Et donc, que des élèves soient identifiés comme étant à risque, alors qu'en réalité, ils progressent quand même normalement. Et c'est pour ça que l'étape de validation des résultats, c'est vraiment pas une étape qu'il faut sauter. Elle est vraiment cruciale au processus décisionnel. Pour certains élèves, comme j'ai dit tantôt, on va devoir aller utiliser des évaluations diagnostiques pour vérifier si l'élève progresse normalement ou s'il est à risque de développer des difficultés en lecture. Et ce qu'on a fait dans notre conseil, ce qu'on s'apprête à partager au personnel enseignant, c'est cet audit des titres d'évaluation. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment fait un recensement de tous les outils d'évaluation au service de l'apprentissage qui existent de manière systémique dans notre conseil, tels que le dépistage, les évaluations diagnostiques et les suivis de progrès, puis les grilles de rendement de l'apprentissage. Euh, en fonction de chacune des notions fondamentales en lecture et en écriture. Et ce que ça permet aux écoles de faire, c'est s'ils ont besoin d'aller creuser plus loin par rapport à certaines habiletés, ça leur permet de cibler facilement et rapidement les outils d'évaluation auxquels ils ont recours pour le faire. Donc, si c'est quelque chose que votre conseil n'a pas déjà, je vous encourage à développer ce genre d'outils pour faciliter le processus. Maintenant, à l'étape 3, une fois les données bien maîtrisées, bien validées, c'est maintenant possible de passer à cette étape. Puis c'est l'étape où est-ce qu'on va aller dresser un plan. Maintenant, mes données me permettent de prendre une décision importante pour la suite de la planification, que ce soit une planification en grand groupe ou en petit groupe. Donc, d'abord, un plan systémique. On peut déterminer un plan systémique en fonction d'une compétence essentielle qui est lacunaire pour l'ensemble des classes, pour l'ensemble des niveaux scolaires ou pour l'ensemble de l'école. Puis ça, ce genre de plan-là peut être mis en œuvre pour solidifier, comme j'ai mentionné plusieurs fois déjà, l'enseignement universel et pour nous permettre d'harmoniser nos pratiques et de faciliter ce continuum ou cette progression des apprentissages aussi d'un niveau à l'autre. En revanche, un plan individuel peut être dressé à cette étape-ci en fonction des compétences lacunaires qui sont propres à l'élève. Il peut être adressé à l'étape 1, ce plan d'intervention-là,
selon l'approche par étapes, mais il peut aussi être adressé en faisant des regroupements d'élèves qui ont des besoins homogènes et en vue d'intervention d'étape 2 ou même d'étape 3. Donc, ici, ce que vous voyez, c'est les résultats d'une épreuve du dépistage universel dans deux classes différentes. Alors, dans les deux classes, il y a magiquement 20 élèves. Et puis, ce que je vous invite à faire ici, c'est de juste regarder rapidement. Oups, j'ai mon, mon animation n'a pas bien fonctionné. J'ai déjà donné une réponse. Donc, peut-être que MJ, tu peux juste cliquer sur l'autre là, pour qu'on puisse voir que dans la classe A, on peut voir qu'il y a seulement que 25 des élèves, donc 5 élèves sur 20, pour qui leur score est égal ou supérieur à la norme. Et donc, on peut voir que dans cette classe-là, ce serait très difficile d'aller adresser les besoins individuels de tous les élèves. Et donc, le besoin, il se voit plus systémique. On a besoin d'aller regarder quelque chose au niveau de l'enseignement universel qui se passe à l'étape 1 dans cette salle de classe-là, avant d'aller faire des interventions en petits groupes avec tous les élèves qui ont des besoins. Alors que quand on a une classe qui présente des résultats comme la classe B, où 75 des élèves sont égaux ou supérieurs au but repère et qu'on a seulement qu'un 25 d'élèves qui présentent des plus grands besoins, bien, à ce moment-là, ça devient beaucoup plus réaliste de dire, bien, il y a quelque chose qui se passe bien au niveau de l'enseignement universel à l'étape 1 et on veut voir c'est quoi ces pratiques-là pour qu'on puisse les reproduire. Mais deux, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile d'aller faire des interventions plus spécifiques et plus intensives avec les élèves qui présentent réellement les besoins. Et puis, et finalement, c'est ça, juste à l'étape 3 de l'enseignement, tout dépendant de l'analyse qu'on fait avec nos écoles, mais on utilise des gabarits pour dresser des plans. Donc, ce que vous voyez tout d'abord à la gauche, le document identification et mise en œuvre d'un plan systémique, c'est un document qu'on utilise pour organiser le plan de manière claire et précise qui va mettre l'accent sur une compétence prioritaire à améliorer à l'échelle d'un niveau scolaire ou même d'une école. Essentiellement, il y a 4 sections importantes dans ce document-là. Je ne l'ouvrirai pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas suffisamment de temps pour l'explorer, mais on présente un sommaire des résultats et on propose des changements au niveau des pratiques d'enseignement, des idées au niveau de matériel pédagogique qu'on peut utiliser pour soutenir notre enseignement et on propose aussi des changements au niveau de l'environnement et même peut-être des routines pour améliorer notre enseignement. Et puis, il y a ensuite des sous-sections là, qui vont fournir des idées et permettre aux équipes de dresser un plan. Et ça fait en sorte que tout le monde travaille vers un même but dans l'école et ce qui maximise vraiment l'impact. Dans le document, vous allez voir aussi qu'on a placé des exemples de plans déjà remplis pour vous donner une idée là, de comment remplir chacune des sections. Ensuite, à la droite, on propose des gabarits de tableaux de regroupement initiaux pour des interventions ciblées en salle de classe. Ces gabarits-là, on en a pour chaque niveau scolaire. Et puis, les regroupements initiaux sont faits en fonction des compétences essentielles à travailler. Et puis, les regroupements sont faits avec les données des dépistages de début, de milieu et de fin d'année pour être capable d'ajuster nos regroupements en fonction du progrès des élèves et puis tout en demeurant euh, proactifs face à leurs besoins. Donc, je crois que ces gabarits-là vous ont été partagés. Peut-être que dans un autre webinaire, on pourra aller plus en détail dans ces gabarits. Je te laisse la parole, Jordan. Oui, on continue. Alors, l'hierarchie de l'apprentissage. Alors, lorsque nos élèves apprennent un nouveau concept ou font l'apprentissage d'une compétence,
et passe alors par trois phases. Et ce modèle d'apprentissage définit ces trois phases d'acquisition d'une compétence. Il s'intitule la hiérarchie de l'apprentissage. Je l'ai déjà dans le clavardage, MJ. Voilà. Lorsque les élèves sont dans la phase d'acquisition, la lecture est hésitante, laborieuse, lente, faible, taux de réponse et taux d'erreur élevé. L'enseignant doit améliorer la précision en offrant beaucoup de rétroactions immédiates, beaucoup d'exemples et contre-exemples, doit contrôler la présentation de la tâche de manière à favoriser le taux de précision. Alors, le je fais. Pendant la phase de fluidité, la réponse est précise mais lente. Il y a moins d'erreurs, mais l'enseignant devrait mettre l'accent sur l'automaticité et la précision. Ceci peut être obtenu par la pratique, plusieurs occasions de répondre, en pratique guidée, on fait. Et pendant la phase de généralisation, l'élève a besoin d'occasions d'appliquer l'habileté dans de contextes variés en utilisant moins de soutien. Alors, une pratique autonome, tu le fais. Parfois, suite aux résultats de dépistage de son élève, l'enseignante doute de la donnée recueillie. Et le premier constat qui est fait est de dire que pourtant mon élève connaît les correspondances graphème-phonème. Je le sais, je l'observe en classe, je l'ai vu lors de son évaluation diagnostique. Comment se fait-il qu'il n'a pas atteint le but repère à l'épreuve à facilité à lire les non-mots au niveau du nombre de sons corrects? Pire, il est possible de conclure ici qu'il n'est pas nécessaire et pressant de revoir ou d'intensifier, au moins cet après-midi, hein, l'enseignement des correspondances graphème-phonème, car mon élève les connaît déjà. C'est alors qu'il faut penser à la hiérarchie de l'apprentissage et se demander la question suivante. Mon élève connaît peut-être tous les correspondances graphème-phonème, mais est-il ou est-elle fluide à les reconnaître et les décoder? Est-il ou est-elle capable de reconnaître les correspondances graphème-phonème dans différents contextes de façon automatique et de façon autonome? On pourrait se poser la même chose au niveau du décodage des mots. Mon élève est capable de décoder les mots, c'est bien. Par contre, son décodage est-il automatisé? Il est essentiel d'analyser nos données en regroupant les élèves selon les compétences qui sont acquises et les compétences qui sont les plus pressantes à travailler. Pour ce faire, nous prenons une mesure de précision comme la FSP ou le taux de précision de la flow et une mesure de fluidité comme le nombre de sons corrects sur la FNM ou le nombre de mots lus correctement sur la flow. En fonction de leur score, on peut les placer dans les 4 regroupements initiaux tels que mentionnés plus tôt. Ces regroupements ne veulent pas automatiquement dire que je ferai les 4 sous-groupes. C'est une première étape pour regrouper les élèves selon les compétences à travailler. Tout dépendant du nombre d'élèves dans chaque groupe, il se pourrait que j'aille à faire d'autres sous-groupes. Je vais vous mettre un autre lien dans le clavier. Les données de dépistage universel nous permettent par la suite de mieux planifier l'enseignement des notions fondamentales en lecture et en écriture à l'étape de notre enseignement universel. Cet enseignement doit contenir une structure qui nous permet de partir de l'oral, passer par la lecture et par l'écriture tout au long de nos apprentissages. Alors, dans ce tableau, vous voyez les étapes que nous devons prioriser dans notre enseignement au quotidien qui sont liées aux compétences essentielles. Les éléments à ne pas négliger sont le réchauffement lié à la conscience phonémique, la révision liée à la phonétique, l'enseignement de la nouvelle notion ou la révision de la notion comme une correspondance graphème-phonème ou une régularité orthographique, suivi de pratiques de décodage et d'encodage en lien avec cette notion. La séquence des notions fondamentales en lecture et écriture doit être enseignée explicitement et systématiquement. À la gauche du tableau, vous pouvez voir les étapes de l'enseignement explicite. Alors ici, il est mis de se rappeler que l'enseignement explicite se vit d'abord avec un modelage, je fais, suivi de plusieurs pratiques guidées soutenues par l'enseignant, on fait,
et se termine avec une pratique autonome. Tu fais où l'élève démontre son nouvel apprentissage. Ces trois étapes sont soutenues par une rétroaction corrective de la part de l'enseignant, l'enseignante et un engagement de tous les élèves et ce, à toutes les phases de l'apprentissage, même à la phase du modelage. Notre mode d'enseignement doit être interactif. Alors, questionner les élèves plusieurs fois par minute en sollicitant des réponses à l'unisson, soit par un geste, un mot ou quelques mots, pour soutenir l'engagement de tout. Bien entendu, une nouvelle notion ne sera pas maîtrisée de tout dès le premier coup. La pratique guidée et la pratique autonome seront à refaire pour favoriser l'automatisation. À l'étape 2 de l'approche par étapes, le modelage et des pratiques supplémentaires pour réviser les notions non acquises seront planifiées tout en maintenant une même séquence d'enseignement. L'enjeu majeur de nos interventions en petits groupes réside dans la gestion de notre ressource la plus précieuse, le temps. Nous savons que chaque minute passée avec nous est cruciale pour la progression de nos élèves et nous voulons éviter à tout prix qu'ils et elles passent la majorité de leur bloc de littératie en autonomie passive, là où les risques de stagnation sont les plus élevés. L'objectif de ce tableau de pondération est donc vous offrir une structure rigoureuse pour maximiser l'impact de chaque séance, qu'elle dure 10 ou 30 minutes. En repartissant précisément le temps entre l'échauffement phonémique, l'enseignement explicite et surtout un équilibre strict entre le décodage et l'encodage, nous transformons une simple activité et une intervention intensive. Cette planification stratégique permet de garantir que peu importe les contraintes de votre horaire, chaque élève bénéficie d'une pratique guidée de haute qualité qui favorise une automatisation réelle des compétences. Et pour conclure, on se pose une question essentielle. Que faire lorsque le progrès cesse? Et dans une approche par étapes, nos décisions s'appuient sur des données. Comme on le voit dans Next Steps, lorsque 3 points consécutifs se situent sous la ligne cible lors du suivi des progrès, c'est un signal clair qui est temps d'ajuster nos interventions. À partir de là, plusieurs leviers s'offrent à nous. Par exemple, on peut ajuster l'intervention elle-même en augmentant l'intensité, en rendant l'enseignement encore plus explicite et systématique, en intégrant des approches multisensorielles, en offrant une rétroaction immédiate et en multipliant les occasions de pratique. On peut aussi repenser le regroupement des élèves pour cibler plus précisément l'habileté et les compétences à travailler ou même réduire la taille du groupe afin d'individualiser davantage, parmi d'autres stratégies notées ici. Je vais vous mettre un autre lien ici. Donc, pour appuyer concrètement ces ajustements, on vous propose une autre ressource. C'est une liste de contrôles pour soutenir les équipes écoles dans leur réflexion. On peut, par exemple, réfléchir au dosage. Est-ce que l'élève a suffisamment d'occasions de pratique? À l'adéquation des pratiques. Est-ce que l'intervention correspond bien à l'habileté ciblée? À l'attention du transfert. Est-ce que l'élève est capable de réinvestir ses apprentissages dans d'autres contextes? À l'exhaustivité de l'enseignement explicite. Est-ce que toutes les composantes sont bien modélisées, guidées et pratiquées? Et aussi aux facteurs liés au comportement et à la motivation qui peuvent influencer la réponse à l'intervention. Je vous mets un autre lien. Vous n'êtes pas certain où vous êtes dans votre processus de mise en œuvre. Un bon point de départ pour établir le niveau de mise en œuvre, c'est la grille d'évaluation et la fiche de synthèse de la fidélité de la mise en œuvre du MTSS. Alors, c'est en anglais seulement, mais ils sont conçus pour faire le suivi de la fidélité de la mise en œuvre à l'échelle de l'école ou d'un conseil scolaire. Elles peuvent également être utilisées par les établissements à des fins d'auto-évaluation.
Je peux mettre les liens des dernières ressources pour toi. OK. Alors, les trois ressources suivantes pourraient être utiles dans votre mise en œuvre de l'approche par étapes. Alors, elles contiennent plusieurs outils et référentiels pour vous appuyer. Alors, les trois livres ici. Et ensuite, afin de vous guider dans la planification de l'enseignement des notions fondamentales en lecture et écriture, voici deux ressources très intéressantes. La première, c'est le recueil de notions fondamentales en lecture et écriture de la première à la quatrième année que vous trouverez sur Par ici la littératie. Vous retrouverez des exemples et des activités qui s'insèrent dans l'enseignement explicite et systématique. Et la deuxième, c'est le fameux Next Steps dont on vous parlait plus tôt, qui vous guide dans la planification de vos interventions en petits groupes. Oui, c'est un livre en anglais, mais nous vous partageons le lien qui vous amènera au site Only, qui a vécu un cercle de lecture de ce livre en français. On vous invite à explorer cela aussi. Alors, on termine ici. On vous laisse un peu de temps pour des questions si vous en avez. On est juste un petit peu en retard, juste des petites 4 minutes. Mais on peut arrêter l'enregistrement. On va dire un gros merci parce que c'est notre dernier webinaire de l'année d'Only cette année. Alors, merci d'avoir passé votre après-midi avec nous et